la direction au cabinet, les valeurs qu'on vous connaît, la probité, la rigueur, la ponctualité et tout, c'est la même chose aujourd'hui au cabinet ou ça a changé un tout petit peu? C'est difficile de s'auto-évaluer. Mais ce que je sais, la nomination en conseil des ministres, c'est une lourde responsabilité. Donc, le directeur de cabinet a l'obligation de réussir pour mériter la confiance de la haute autorité. Donc, à ce titre, l'éducation que la société m'a conférée, l'éducation que l'école formelle avec les fonds publics m'a conférée, je me dois en retour, en termes de redevabilité, de travailler dans la mesure de mes possibilités pour être utile à ce pays à qui je dois tout. La sécurité, la formation et un avenir à Dieu. N'est-ce pas un poste trop politique pour un trop technicien quand on connaît l'homme? Trop politique, non. C'est quoi la politique? Étymologiquement, la politique vient du grec politéa, la gestion de la cité. Former les citoyens, c'est de la politique. Aller au champ, mettre en valeur les terres, c'est de la politique, au sens étymologique du terme. La fonction de directeur de cabinet, elle est politique, et elle est administrative, elle est technique. En un mot, c'est une fonction holistique, où les facteurs s'interpénètrent pour donner les résultats. C'est ce qui compte. Le directeur de cabinet obéit à une charge définie par le décret portant structure type des ministères. Donc, il a ses attributions précises, qu'il soit politique, technocrate. Il a une feuille de route, un tableau de bord et appuyé par l'AOF du ministère. Donc, il y a un cadrage bien défini et c'est à un poste où il aide le ministre de tutelle à mettre en œuvre la politique éducative de l'État. C'est l'État, le gouvernement qui définissent la politique éducative et au niveau stratégique, le directeur de cabinet, de concert avec tous les membres du cabinet, le secrétariat général, les directions centrales, techniques, départementales et les organismes sous tutelle, et bien évidemment de concert avec tous les autres secteurs ministériels, la communauté internationale et nationale, tout le peuple béninois, tout ce monde participe à la mise en œuvre de la politique éducative. À ce titre, la charge n'est pas difficile. Elle est épanouissante plutôt. Voilà. Alors, dans cette veine, vous avez organisé une fois de plus, disons pour la session unique de juin 2024, le brevet d'études du premier cycle. Déjà, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de cet examen national? Merci, monsieur le journaliste. Bien évidemment, il y a des leçons à tirer. Parce qu'avec votre permission, je voudrais placer le brevet d'études du premier cycle dans son contexte holistique. Le ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle est un sous-secteur du secteur de l'éducation. Et surtout, pour mieux comprendre l'importance du brevet d'études du premier cycle, il faut placer notre ministère dans une position de centralité, une position médiane qui fait que nous recevons les produits de l'enseignement maternel et primaire que nous avons l'obligation de former dans la tradition aristotélicienne, c'est-à-dire d'excellence, pour les destiner au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, cela exige de nous la volonté et le professionnalisme. Donc, au niveau de notre ministère, nous avons 3 volets. L'enseignement secondaire général, qui abrite le BEPC. Le brevet d'études du premier cycle participe de ce qu'on appelle les évaluations. Il y a les évaluations internes, dont le BEPC, et l'évaluation externe qui évalue la qualité du produit destiné à servir la communauté. Il y a également le second cycle de notre sous-secteur qui prépare les apprenants au brevet et au baccalauréat de l'enseignement du second degré. Et le brevet sanctionne la fin d'un cycle. Donc vous comprenez l'enjeu. À ce niveau,
avec l'attestation ou le diplôme qu'on appelle brevet d'études du premier cycle, l'évaluateur certifie que le candidat ou l'apprenant a atteint un seuil de compétence attendu en vue d'aller soit vers l'enseignement technique et la formation professionnelle, le TFP qui est le second volet de notre ministère, ou bien poursuivre les études académiques au second cycle, puis après l'obtention du baccalauréat, ouvrir la voie royale vers l'université. Donc voilà la position du BEPC au niveau de l'enseignement secondaire général. Bien évidemment, j'avais oublié le troisième volet et qui concerne l'alphabétisation et la promotion des langues nationales. Donc, je le disais, le brevet d'études du premier cycle, c'est important pour nous. Et c'est pourquoi nous lui conférons toute la valeur requise. Les leçons à tirer, c'est que le travail paye, la rigueur paye, la méthode paye. En un mot, nous sommes sur la bonne voie depuis 2016 avec l'avènement du régime de la rupture. Et pourquoi j'insiste sur le mot rupture, c'est que habituellement, et même c'est classique depuis 1948, nous avons cette étiquette avec la citation de Emmanuel Mounier, le français, qui a sillonné l'Afrique occidentale française à l'époque, sous domination coloniale, et l'Afrique équatoriale. Et il en déduit que le Dahomey, quartier latin de l'Afrique, mais cet intellectualisme teinté et d'anarchie est de nature à compromettre l'avenir du pays, en un mot. Et aujourd'hui, c'est toujours d'actualité? Non, pas du tout, ce n'est pas d'actualité. Nous avons voulu rompre avec cette vision apocalyptique du développement depuis 2016. Puisque bon, moi, n'ayant pas fait autre régime, vous l'avez dit, j'ai connu plusieurs nominations, donc je suis à ce titre bien indiqué pour en parler. On a voulu rompre parce que le Bénin, l'ancien Dahomey, était caractérisé par ce pays-là où les cadres constituent un laboratoire d'éclosion de très bonnes idées, mais dans la mise en œuvre, souvent, on pêche. L'étiquette, c'est Bénin, laboratoire d'idées pour les autres pays, mais mauvais gestionnaires. Alors, de votre position aujourd'hui, vous êtes mieux placé pour nous dire un peu ce qui cloche, où on ne peut pas mettre en œuvre les bonnes idées que nous concevons. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de ce phénomène, de ce dysfonctionnement? Cette analyse n'est pas nouvelle. Et plusieurs réformes à travers l'histoire du pays ont été tentées pour opérer une réforme. C'est qu'on a fait l'état des lieux pour diagnostiquer les insuffisances. Il y a eu les états généraux de l'éducation et organisés au sortir de la conférence nationale, plusieurs forums sur l'éducation. Non, c'est l'improvisation et l'immaturité des projets, le clientélisme, la politisation à outrance de l'éducation. Bref, ce sont des comportements endogènes. Ces choses ont changé, Monsieur Ayouba? Bon, quand je vous donnerai les résultats et quand on va aborder les facteurs explicatifs, chacun appréciera. Allons-y alors. Qu'est-ce qui explique cette hausse par rapport à 2023 dans les taux de réussite au BEPC cette année? Avec votre permission, je vais donner la courbe statistique. En 2016, nous étions à peine à 16% de taux de succès au BEPC. 2017, nous sommes passés à 50,56%. En 2018, il y a l'impact négatif de la grève de 3 mois. Le taux est descendu à 28,63%. En 2019, nous sommes passés à 56,12%. En 2021, 60,50%. Vous comprenez qu'il y a le choc endogène que constitue la pandémie de la Covid. C'est ça qui nous a ramené à 51,9%. En 2022, nous sommes passés à 66,50%. En 2023,
69,21%. Et en 2024, nous avons engrangé quelques points avec 73,74%. Vous comprenez avec moi, en dehors des accidents endogènes et exogènes de 2018 et 2020, la tendance générale est à la hausse. Qu'est-ce qui explique tout cela? Ce sont les effets des réformes initiées et mises en œuvre par le gouvernement à travers le programme d'action qui promeut l'éducation de qualité, une éducation inclusive couplée avec l'employabilité comme centre de préoccupation au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La vision du gouvernement, elle est claire, c'est de former des citoyens dignes du nom. Parce que au niveau de l'éducation, ce dont on s'occupe, c'est quel type de profil former. C'est ce qu'on appelle la centralité de l'apprenant. Au finish, quel portrait robot nous voulons? Un citoyen accompli, intellectuellement compétent, ouvert aux innovations, soucieux de la préservation de l'environnement et des droits de l'homme, et un citoyen apte à entreprendre et à s'auto-entreprendre, à s'auto-former et à s'adapter aux différents enjeux et défis. Et notre époque en a suffisamment. Donc c'est d'abord l'idéal. Maintenant, les moyens dans la mise en œuvre, et il y a le fonctionnement qui a changé. C'est vrai, les textes républicains prévoient toujours la gestion axée sur les résultats, la redevabilité, l'obligation de compte rendu, mais nous avons opérationnalisé cela avec des outils précis. Il y a ce qu'on appelle les lettres de mission. Bon, dans l'enseignement, il y a 4 compartiments à prendre en compte. Le côté holistique, ce qui a manqué naguère. Et au niveau de l'enseignement, il y a d'abord l'apprenant, la centralité, quel type de citoyen on veut former. Et c'est sur ce modèle que vous concevez les curricula, c'est-à-dire les programmes d'études. Mais le curricula va au-delà du programme, tout ce qui l'accompagne. En plus de cela, il y a la qualité des formateurs. Deuxième niveau. Troisième niveau, c'est la gouvernance, les tests législatifs et réglementaires qui accompagnent cette réforme. Mais il n'y a pas eu de magie entre-temps, ce sont les mêmes enseignants. Sinon, il y a toujours des classes sans enseignants. Les curricula, parlons-en, les programmes n'ont pas été métamorphosés. On ne nous apprend pas autre chose qu'on apprenait aux gens il y a des années. D'où vient la magie des réformes, des fameuses réformes pour ces résultats? Pour ces résultats, il y a eu des améliorations au niveau de chaque compartiment. Parlez-nous-en. Quand vous prenez le volet qualité, les enseignants, l'État a consenti d'énormes efforts. Avant, l'inspection était de type bonapartiste, c'est-à-dire concentrée uniquement à Cotonou, à Porto-Novo. Les inspecteurs, au cours de leur mission, quittaient la zone méridionale pour l'intérieur du pays. Une fois de retour à Cotonou, c'est que les apprenants sont laissés à leur triste sort, puisque les enseignants n'ont plus de gendarmes. C'est vrai que l'inspection est en train de changer de paradigme d'inspection gendarme pour inspection accompagnement, mais l'inspection doit quand même jouer son rôle. Depuis 2016, 12 pôles d'inspection ont été créés. Au lieu que tout soit concentré à Cotonou, le gouvernement, l'État bénin, a créé 12 pôles. C'est vrai que le ratio n'est pas encore suffisant, mais dans chaque département sont positionnés des inspecteurs pédagogiques qui, au lieu de venir à Porto-Novo, sont en permanence là, dans la posture d'aider à accompagner les différents acteurs sur le terrain. Par pôle, on a combien d'inspecteurs? Le nombre varie de 6 à 9 ou 10. Là, il y a des efforts à faire. Autre effort à faire, nous avons
procédé à des recrutements, à des formations de plusieurs cohortes d'inspecteurs, plus d'une centaine. Et cette année même, nous avons déjà, c'est inscrit dans notre budget, le recrutement et la formation de 50 inspecteurs et de 300 conseillers pédagogiques. Donc cela participe de la qualité de l'accompagnement, l'inspection pédagogique. Mais comme je le dis, au niveau de la gouvernance, nous avons besoin des tests. Beaucoup de tests ont été pris pour accompagner l'inspection et tout le reste du dispositif qui a 3 niveaux: stratégique, déconcentré et décentralisé. Nous l'appelons le réseau d'animation et d'encadrement pédagogique qui réunit tous les acteurs, les enseignants, les animateurs d'établissement, qui aident les enseignants par discipline à promouvoir la recherche en didactique, en pédagogie et autres. Et tous les mercredis, de 8h à 12h, les scientifiques se réunissent pendant 2 heures pour échanger sur des thématiques. C'est une forme de formation continue. Et de 10h à 12h, les littéraires, ainsi de suite, alternativement. Alors, vous avez évoqué un problème tout à l'heure. Les tests, nous en avons de très beaux. Les idées, elles sont très bonnes. Mais c'est leur mise en œuvre qui pose problème. Comment vous avez arrivé, enfin, vous êtes arrivé, pardon, vous avez pu contenir ces cadres-là au respect vraiment des tests pour qu'on ait des résultats aujourd'hui? La mise en œuvre des tests, ce n'est pas compliqué. Les tests prévoient la mise en œuvre, prévoient leur mise en œuvre. Mais nous avons eu l'avantage de les revisiter. Vous savez qu'il y a des tests caducs. Nous les avons passés en revue. Même l'arrêté portant organisation du RIAP, ça a été revisité. Donc c'est le premier facteur. Et ensuite, il faudrait mettre en place un dispositif de suivi. C'est cela qui a manqué. Et depuis 4 ans déjà, nous avons mis en place un dispositif musclé, opérationnel, que nous avons appelé la revue des performances des établissements scolaires. Et c'est ça qui fonctionne à merveille parce que ça intègre de petits dispositifs. Le premier dispositif, c'est le contrôle de la présence au poste des enseignants, qu'ils soient agents et contractuels de droit de l'État, fonctionnaires de l'État ou aspirants au métier d'enseignant. Ils sont suivis et la présence ou l'absence est enregistrée par l'administration scolaire qui renseigne obligatoirement la plateforme EducMaster. Et ça permet d'interpeller les absents ou les absentéistes pour comprendre ce qui s'est passé et également évaluer l'impact négatif de leur absence et proposer des actions de rémédiation pour combler le vide. C'est effectif, c'est concret, on vit ça à l'école aujourd'hui? Bien sûr, et nous avons la revue qui est mensuelle. Je peux certifier pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 que nous avons organisé 6 revues. Et du mois de décembre 2023 à mai 2024, nous n'avons raté aucune revue. Et les preuves existent. Ce sont les directeurs départementaux, bien évidemment, qui font le point des absences et rendent compte à la revue. Et c'est avec compte rendu écrit, signé, scanné, daté, et le tout est compilé avec compte rendu obligatoire au ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, et avec compte rendu au président du Conseil national de l'éducation. Voilà encore notre facteur de succès. Je parlerai de cela tout à l'heure. Le CNE existait, mais c'est une nouvelle formule beaucoup plus efficiente. Donc, la revue des performances des établissements a l'avantage d'avoir un tableau de bord précis, puisque au niveau de l'enseignement secondaire général, comme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons la cartographie de tous nos établissements.
Et mieux, un autre outil opérationnel, c'est le calendrier scolaire. 2024-2025, c'est déjà disponible. C'est ça qui règle le temps scolaire et pédagogique. Et ce calendrier est planifié. Nous avons 22 semaines de cours auxquelles s'ajoutent 4 semaines d'évaluation. Et à chaque étape, le bilan est fait. Et les retardataires identifiés et accompagnés, pas réprimés. Ce qui fait que la semaine compte 4,50% d'exécution du programme. Donc si un enseignant est défaillant, on le sait automatiquement. On le sait, et d'ailleurs c'est l'inspection pédagogique qui donne sa caution à la revue des performances. Et les semaines qui suivent, l'inspection pédagogique déploie les inspecteurs dans la classe. Ça veut dire que le département est connu, et la commune est connue, l'établissement et même l'enseignant est identifié pour comprendre. Est-ce un cas de maladie? Est-ce un cas d'abandon, de décès et autres? Par rapport au cas identifié, des propositions en termes de rémédiation sont proposées. Alors, monsieur le directeur de cabinet, dans tout cela, quelle place occupe, disons, l'épanouissement des enseignants? Parce que vous avez parlé beaucoup de contrôle, ils sont tout de suite détectés, ceux qui font mal le travail. Oui. Qu'est-ce qui est fait pour valoriser la personne de l'enseignant dans tout ce que vous prévoyez comme programme, vous prévoyez comme processus pour obtenir de bons résultats? Une très belle question, parce que communément on a l'impression que les enseignants sont brimés et par la hiérarchie. Bon, il y a des sanctions qui tombent régulièrement maintenant. Non, pas toujours les sanctions. Il y a les sanctions positives et les sanctions négatives. Comme sanction, il y a la remise des lettres de mission. C'est quand même bien. Et on donne à l'enseignant un contrat d'objectif et ça lui permettra de s'auto-évaluer. Il est valorisé. Et autre aspect qui le valorise et lui permet de s'épanouir, le paradigme de l'inspection pédagogique a changé. Avant, l'inspecteur terrorisait. Ce n'est plus le cas. On vient, on échange. Quelle preuve avez-vous? Vous êtes au cabinet ici, peut-être à Cotonou, à près de 414 km de Parakou, si je prends cet exemple. Les inspecteurs ont dit que c'est pratiquement des dieux dans l'enseignement. Quand ils arrivent, ça fait frémir déjà leurs collègues enseignants. Quelle preuve avez-vous qu'il n'y a plus cette pratique-là à la base? Les preuves, ce sont les plaintes. On a de moins en moins de plaintes d'enseignants. Si tu te plains, tu as des problèmes avec... Non, il n'y a pas de problème. L'inspection à 3 niveaux. D'abord, les faits. On table sur les faits après avoir observé le cours. Après ça, vous analysez les facteurs d'échec, les facteurs de succès, et on valorise les facteurs de succès, puis les facteurs d'échec, et on interroge l'acteur principal qui est l'enseignant et il nous décrit pour qu'on comprenne les contextes ou le contexte dans lequel il a fait son intervention pédagogique. Et c'est en ce moment que l'inspecteur, comme le médecin, lui apporte la thérapie nécessaire. Vous est-il arrivé de déjà trancher, disons, une affaire entre un inspecteur et un enseignant au poste et qui ait raison sur l'inspecteur? Vous êtes-il déjà arrivé? Non, je n'ai pas eu ce cas. Bon, l'objectif n'est pas avoir raison, c'est la force des arguments. Surtout, et la priorité, c'est surtout l'intérêt supérieur de nos enfants. Et enseignants et inspecteurs doivent œuvrer dans ce sens. Et parlant d'intérêt des enfants, Garba Youba, le BEPC unique, on ne va pas s'attarder sur les raisons. Vous les avez développées, le ministre et les autres cadres. Aujourd'hui, à l'aune du premier BEPC unique et littéraire et scientifique des PCT, comment vous dressez les chiffres? Quel est le visage que ça donne, cette option? Ah, vous voulez parler du BEPC réorganisé et porté par l'arrêté 008 du 6 février 2024. Bon,
c'est très tôt d'évaluer, puisque une évaluation suppose un atelier, bilan, et puis vous voyez, c'est à chaud. Nous avons opéré la réforme en février, nous avons expérimenté. Bon, voilà ce que les chiffres donnent. A priori, c'est une bonne réforme. On dirait que les enfants s'en sont sortis. Ensuite, ma position d'inspecteur et de directeur de cabinet me donne droit à beaucoup d'informations. Et mieux, je suis le président de la Commission nationale de délibération et de proclamation. Donc, à ce titre, ce sont des chiffres sincères et qui montrent la pertinence des réformes. Qui plus est, et cette réforme participe de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Je l'ai dit, nous avons 3 compartiments en plus de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, l'enseignement secondaire général et l'enseignement technique et la formation professionnelle. Mais il y a un lien entre les deux. Vous convenez avec moi que pour aller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, il faut une dose élevée de scientificité. C'est pourquoi nous avons décidé de supprimer les séries modernes courts et modernes longs. Et à partir de 2024, tous les candidats composent obligatoirement en PCT et dans toutes les matières. Et ce n'est même pas une nouveauté. De mon temps, tous les élèves faisaient la PCT, la physique, chimie, technologie, jusqu'en classe de seconde. Donc, c'est pour leur conférer un socle commun de connaissances et de culture solide pour pouvoir s'épanouir soit dans l'enseignement secondaire général, soit dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Donc, voilà cette option. Et c'est même holistique. Nous avons prévu également les classes culturelles, les classes sportives, les classes socio-éducatives en vue d'obtenir un citoyen complet, capable de faire son choix. Actuellement, nous sommes en train de mettre en place au niveau du ministère, tant au niveau de l'enseignement secondaire général que de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, un dispositif d'orientation scolaire et professionnelle pour permettre aux élèves d'avoir un choix libre. Alors, on impose PCT à tout le monde. Si on vous résume, c'est que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. En attendant, les ateliers, les rencontres bilan de ce BPC réorganisé. Globalement, je dirais que nous sommes satisfaits. Bien évidemment, nous avons un taux de 26,26% d'échec. Ça ne doit pas nous rendre heureux. Dans la mesure où la vision, c'est permettre à tous les apprenants d'apprendre tout au long de leur vie et d'avoir une éducation inclusive et de qualité conformément aux ODD 4. Donc, c'est globalement satisfaisant, mais c'est en même temps un défi à relever dans l'immédiateté dès l'année prochaine. Quelle analyse globale de la performance des apprenants? Ils réussissent en plus grand nombre, ils ont beaucoup plus de compétences au niveau des sciences et des langues, mais finalement, est-ce qu'ils sont beaucoup plus compétents? Est-ce qu'ils ont beaucoup plus de compétences telles que l'école est censée le leur donner? Là, nous voulons parler du niveau de l'apprenant qui a le BEPC aujourd'hui. C'est exact. Le BEPC participe de l'évaluation. Ce n'est pas le seul indicateur. Il y a plusieurs indicateurs qui sont ciblés. Et le niveau est moyen. C'est ce que je puis dire. Et nos frères à la maison n'ont pas changé. Tantôt, je disais que le BEPC, c'est un examen de certification qui atteste que l'élève qui arrive au terme du premier cycle est compétent. La compétence, elle est multiple.
compétences mathématiques, compétences technologiques, les humanités, histoire, géo et autres, savoir lire et écrire, savoir compter, savoir observer, savoir prendre la parole en public, savoir argumenter, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le socle de compétences. Est-ce qu'ils sont compétents? À travers ces chiffres, oui. Et dans la réalité, parce qu'à la maison, ils parlent difficilement français, parce qu'à la maison, ils fuient toujours, ils ont crié tous les dieux à la veille des examens parce qu'ils devraient composer PCT. Est-ce que dans la pratique, ces enfants sont meilleurs? Est-ce qu'ils peuvent rivaliser d'ardeur avec votre génération, par exemple, à un moment où au BEPC, ou avec le BEPC, on était très bon élève et déjà apte pour servir son pays? Cela me pousse à définir la compétence. La compétence, contrairement à l'idée répandue, c'est savoir lire, écrire, avoir de fortes notes, c'est à relativiser. Il y a des pays qui n'utilisent pas la note chiffrée. Ils utilisent les couleurs. Quand c'est bon, c'est le vert. Quand c'est rouge, c'est que c'est catastrophique, etc. Donc, au niveau de la compétence, ce sont les aptitudes, les attitudes, en un mot, et la capacité de l'apprenant de l'être en devenir et à mobiliser les connaissances. Donc, la compétence ne s'arrête pas au niveau des connaissances seulement. Face à un problème à résoudre, il a la possibilité d'aller puiser dans ses connaissances, les différentes connaissances, savoir-faire, savoir-être, et les utiliser conjointement pour résoudre un problème d'ordre intellectuel. La compétence en milieu scolaire, c'est répondre aux questions qu'on lui pose. C'est d'abord ça le sens de la compétence au niveau intellectuel. A priori, ils sont compétents à 73,74%. On leur soumet des dissertations, des problèmes simples et complexes. Non, j'arrive. Ça, c'est le premier niveau de la compétence. La compétence se vit en contexte. C'est comme le code de la route. Vous l'avez, vous n'êtes pas compétent. Vous connaissez les organes du véhicule, vous n'êtes pas compétent. Il faut être compétent quand vous êtes en mesure de prendre le volant, de démarrer, de rouler, de manœuvrer et de ne pas commettre d'accident. D'éviter les obstacles. Voilà le conditionnel. Donc, de la même manière, je suis d'accord avec vous, monsieur le journaliste, que être compétent pour nos apprenants, c'est régler des questions de vie courante. Alors, est-ce qu'il se comporte en bon citoyen? Tel que vous le dites là, à la maison, il n'est pas rare qu'on dise par exemple à ceux que nous appelons les répétiteurs, écoute, l'enfant, il a saisi l'essentiel, il ne faut pas trop l'acculer. À l'école, il suffit juste de donner le peu qu'il connaît et ça va passer. Est-ce que ce n'est pas une manière de réduire, d'atténuer un peu la façon dont, par exemple, on vous léguait les connaissances? Avant, tu dois tout savoir, le répétiteur s'assure que ce soit cela avant même de quitter la maison. Aujourd'hui, il fait le minimum et il s'en va. À l'école également, on ne met pas trop la pression. Par compétence. Oui. Un des débuts de solutions et d'idées. Oui, c'est l'approche par les compétences est arrivée comme une solution à l'insuffisance des programmes par contenu. En notre temps, on privilégiait les connaissances. Il est bon parce qu'il a une masse de connaissances. Je ne néglige pas le niveau de connaissance, seulement que c'est insuffisant. En notre temps, notre tête était bourrée de connaissances. Et vous êtes aujourd'hui des cadres de bonne facture. De bonne facture. Oui, parce que nous avions acquis d'autres compétences en cours de formation, en cours d'exercice de la profession ou de la fonction. Et que la nos enfants sont compétents. Observez-les attentivement. Ils comprennent les préoccupations de notre temps, les droits humains. Ils les protègent, les sauvegardent. C'est difficile de taquiner nos enfants à la maison aujourd'hui.
Ils savent. Ça, c'est un autre débat, hein, parce que... Non, n'est-ce pas l'effet de leur siècle? Est-ce que ça, absolument, ça veut dire qu'ils sont... ça, c'est l'école béninoise? Bien sûr, c'est l'école béninoise. Et apparemment, les gens disent, bon, ça ne va pas au Bénin, mais ça va. Même le BPC, j'ai les chiffres de la sous-région. Il n'y a pas photo. Quelque part, les chiffres ne sont-ils pas au gré des pouvoirs que nous avons? Nous connaissons la courbe plus ou moins sinusoïdale des résultats scolaires en fonction des gouvernements à la tête de notre pays. Bon, ça n'a pas manqué, même après l'émission avec le ministre des Enseignements maternels et primaires. Bien des enseignants nous l'ont encore dit. Parfois, on a comme impression que les chiffres sont là pour dissuader les gros détracteurs, les trop critiques du niveau de l'école béninoise. Ça dit qu'il y a un doute par rapport aux chiffres révélés, ou bien au niveau, à l'intimité de ce que ces chiffres reflètent le réel niveau des apprenants. J'ai compris, oui. Et l'approche par compétence au Bénin, nous avons opté pour l'évaluation critériée. Les chiffres ou les corrections sur les copies ne se font pas par hasard. Il y a 3 grands critères qu'on prend en compte. Il y a la pertinence. Est-ce que ce qu'on a demandé est conforme au programme? Il y a la validité, où on passe à l'analyse critique, le format des épreuves, la compétence à évaluer, la tâche qu'on propose à l'apprenant, les consignes, tout ça est revu. Et on est très rigoureux par rapport à la fiabilité qui est le troisième critère, c'est l'équité au niveau des apprenants. L'équité au niveau des enseignants. Maîtrisent-ils eux tous le sujet? Sont-ils capables de corriger conformément à la grille nationale? Le centre est-il sécurisé? Tout ça, c'est pour avoir des chiffres objectifs. Et mieux, au niveau des travaux de correction, des précautions sont prises en avant. Quand il démarre, il y a ce qu'on appelle la vérification du profil des correcteurs. Si même pas inadvertance, lors de la désignation, il y a un mauvais correcteur qui se glisse, nous l'estirpons. C'est pourquoi depuis 2 ans, le choix se fait sur la plateforme EducMaster. C'est un filtrage en fonction de la compétence, de la disponibilité et de l'éthique des enseignants. Les éthyliques sont systématiquement écartés parce que leur participation pourrait compromettre à un moment donné l'évaluation. Donc c'est des données objectives. Mieux, le jour de la proclamation de la délibération, comme cela se fait à l'office du baccalauréat, dans les secrétariats, on vérifie l'exactitude des chiffres introduits dans l'ordinateur. Et même la proclamation et la délibération, c'est inclusif et participatif. Rien n'est caché. Je suis le président de la commission nationale. Il y a des directeurs centraux techniques qui sont associés, tous les directeurs départementaux avec leurs chefs de service des examens concours. Donc, c'est une activité transparente. C'est vrai que c'est confidentiel, mais je peux vous avouer, et à la lumière de mes 4 années où j'ai présidé cette commission, plus 2 ans avec le titre de directeur départemental, oui, moi je peux certifier que ce sont des chiffres sincères. D'ailleurs, je donnerai quelques arguments qui militent en faveur de l'objectivité de ces chiffres. Est-ce que un gouvernement qui se soucie de l'excellence et de la qualité peut-il oser à fournir des chiffres biaisés? Assurément non. Est-ce qu'un gouvernement qui veut la promotion des valeurs républicaines et universelles, de l'excellence, de liberté, d'équité, d'honnêteté, est-ce qu'il peut oser manipuler les chiffres? Apparemment non. Et même, ce serait briser l'objectif de l'évaluation. L'évaluation, en fait, c'est d'être objectif pour apprécier la copie que vous avez objectivement et déceler
les erreurs ou les insuffisances. Parce que l'insuffisance peut être au niveau de l'élève, ça peut être au niveau de l'épreuve, ça peut être même au niveau de l'enseignant, comme je l'ai dit, les enseignants absentéistes. Absolument. Donc, dès que l'évaluation est biaisée, vous voyez que vous compromettez l'avenir du pays. Si l'évaluation, c'est des chiffres fantaisistes que nous avons ici, c'est que nous participons à la destruction de notre pays. Je crois que le gouvernement n'irait pas dans cette logique-là. Avant de passer à un autre assez rapidement, un mot sur le travail qui est fait dans le privé. Vous avez un peu analysé les résultats au niveau des privés par rapport à cet examen national. Qu'est-ce que ça donne? Et l'analyse est globale, puisque l'école est holistique. Oui. C'est l'établissement qui est privé ou public. Sinon, l'école, elle est nationale. Nous avons un regard bienveillant sur le fonctionnement des établissements privés. D'ailleurs, même au cours de l'année scolaire dernière, nous avons procédé au recensement de tous les privés autorisés. Et les privés non autorisés, systématiquement, on leur applique les tests. Ensuite, on essaie de voir leur conformité par rapport aux fondamentaux. Les programmes d'études sont mis en œuvre conformément aux instructions du gouvernement. Et leur mode de fonctionnement également. C'est vrai qu'au niveau du privé, ils ont le rythme calqué sur les trimestres. Au public, c'est le semestre, mais le contenu est identique. Nous avons également l'œil sur eux par rapport aux inspections pédagogiques. Il y a toujours un quota dans le déploiement des inspecteurs, quota réservé au public et au privé. Donc, les résultats sont reluisants également au niveau du privé. Bon, par endroit, c'est plus reluisant qu'au public, puisque là-bas, ils fonctionnent comme des entrepreneurs, mais depuis quelques années, nous fonctionnons également au public comme une entreprise, avec l'obligation de résultats. On l'a entendu également au niveau du primaire, avec le ministre des enseignements maternels et primaires. Oui. Comme des entreprises, comment ça se passe? Oui, un chef d'entreprise, il se fixe des objectifs qui ne s'écartent pas du programme d'action du gouvernement, puisqu'il y a plusieurs niveaux. Le gouvernement définit la politique éducative, les ministères mettent ça en œuvre sur le plan stratégique, et au niveau opérationnel, les directeurs départementaux et les chefs d'établissement y mettent en œuvre. Nous fonctionnons comme au privé. Je l'ai dit, il y a la remise des lettres de mission qui est définie en début d'année, et selon vos possibilités, vos potentialités spécifiques et vos résultats de l'année écoulée, on vous fixe un taux ou un seuil à atteindre. Cette année, moi j'ai proposé aux directeurs départementaux au moins 70% au BPC. Nous sommes allés à 73,74. Donc c'est comme ça, chaque département, chaque établissement est évalué. À l'aune de ce résultat. À l'aune de ce résultat. Bon, on va continuer à questionner la santé de l'école béninoise, mais on a 14 petites minutes encore. Garba Ayouba, on va parler des AME. Qu'est-ce qui bloque leur revêtement? Ils sont très nombreux, Dieu seul le sait. Ils se sont peut-être tapés le gros lot de ce travail qui a abouti à ce résultat. Les aspirants au métier d'enseignant, je profite de votre canal et pour les remercier. Et pour le travail abattu, ils ne sont pas des enseignants de seconde zone. Ils sont des enseignants au plein sens du terme. Et ils constituent la majorité. Les aspirants au métier d'enseignant, AME, ont bénéficié de certaines mesures gouvernementales. Non, rien ne bloque leur reversement. Je puis l'avouer ici, sans risque de me tromper. C'est volontairement que le gouvernement a fait l'annonce de leur reversement. Et les lignes ont bougé. Mais bien avant cela,
Le 18 mars 2024, le gouvernement a pris en Conseil des ministres des mesures complémentaires pour faciliter la pratique de la profession. Ça, ils le savent. Ils veulent devenir des agents contractuels de droit public. Ils veulent devenir des fonctionnaires d'État, avoir les privilèges y afférents. Et ça, on le leur dit depuis 5 ans. Le processus est en cours. C'est ce que je peux vous avouer. L'identification a été faite. Ils sont nombreux, 7, mais ils sont positionnés dans une base de données à partir de laquelle ils sont déployés et suivant des principes clairs. Et ils ont déjà l'avantage, c'est vrai, ils ne sont pas agents de l'État, mais ils ont cette chance d'être déployés conformément au texte de la République, avec l'accès équitable aux emplois publics. Il n'y a plus de magouille, il n'y a plus d'affairisme. Donc c'est déjà un pas, puisqu'on veut les professionnaliser. Et le deuxième niveau, nous avons fait le point de tous ces AME. Un des critères, c'est avoir au moins exercé pendant 3 mois. Le point est fait. La liste est disponible. Et autre aspect, c'est de voir les critères du reversement. Il y a plusieurs critères. Et autre aspect que je voudrais mettre dans la balance, tel que je l'ai dit, vous avez demandé la force de ce régime, c'est que on a mis fin à l'improvisation. Toutes les actions ou réformes ou projets sont bien planifiés. Et l'impact est déjà évalué. Et nous nous sommes mirés dans le passé. Les régimes précédents, c'est vrai, c'est avec un objectif noble. Ils ont procédé au reversement en 2008. Mais nous gérons actuellement les conséquences néfastes. Donc il faut prendre les précautions. Oui, mais si c'est un projet mûri, sans, disons, amateurisme et tout ce que vous dites, en 5 ans, si on n'a pas les premiers impacts en termes de reversement des AME, est-ce qu'il ne faut pas se poser certaines questions? Non, il n'y a pas de problème. L'annonce a été faite récemment, ça ne fait pas 5 ans, 2022. Oui, mais ils sont AME et on leur a dit depuis 5 ans quand on les recrutait qu'ils finiront agents d'État. Non, ça n'a pas été dit. Ça n'a pas été dit. L'annonce est récente. Je vous dis que ils sont associés à ce processus. Nous avons initié plusieurs séances de travail avec eux. Et actuellement, le dossier est co-géré par 3 ministères. Le ministère bénéficiaire, à ce qui nous concerne, les enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, le ministère du Travail et de la fonction publique, puis le ministère de l'Économie et des Finances. Le dossier à ce niveau. Il y a un comité tripartite qui y veille. C'est ce que je peux vous dire. Le moment venu, les résultats seront rendus publics dès que le travail sera achevé. Les réintégrer, les 375. Un mot très rapidement avant qu'on passe à l'enseignement technique. Les réintégrer, ils sont au nombre de 175 suspendus en 2021 pour fait de grève ou bien pour avoir suscité la paralysie. En Conseil des ministres, précisément le 18 mars 2024, le gouvernement a décidé de leur réintégration. C'est une bonne nouvelle que nous avons accueillie et des étapes ont été franchies. Et nous les avons rencontrés. Monsieur le ministre les a rencontrés en audience. Nous avons échangé. Ils ont remercié la hiérarchie pour ça. Et ensuite, ils ont voulu connaître les modalités de reversement. Ils se sont appropriés ces modalités. La première étape, nous avons élaboré leur liste, puisqu'ils étaient sortis systématiquement de la base de données. Deuxième étape, nous les avons réintégrés. Et le principe de leur déploiement, c'est le même principe appliqué aux AME. Être disponible, mais déployé en fonction des besoins identifiés sur le terrain et par rapport à la discipline. Et d'autres critères viennent s'ajouter, c'est leur expression
à accepter le poste qu'on leur demande. Ils sont libres d'accepter ou pas. Donc, à ce jour, nous avons déjà déployé parmi eux environ une cinquantaine. L'autre principe qui a été retenu pour les déploiements ultérieurs, nous avons fait proposé deux options. Soit on les déploie au cours de cette année, la rentrée soit ils attendent à la rentrée 2024-2025. Ils ont accepté d'être déployés aussitôt. Donc, ce qui nous a permis de déployer une cinquantaine. Et au cours de l'année 2024-2025, ils sont prioritaires au niveau du déploiement. Donc, ça se fera. D'accord. Alors, les AME, disons qu'ils ont besoin de formation. Ils en parlent tous les jours. Ces vacances-ci, qu'est-ce qui est prévu? Y a-t-il un plan de formation, de recyclage qui doit les prendre en compte très rapidement pour renforcer leur niveau avant la rentrée prochaine? Il y a deux types de formation en la matière. Oui. La formation initiale est prévue pour les agents de l'État qui intègrent les écoles normales supérieures. Et à ce niveau, nous avons accompli un travail herculéen, des promotions recrutées depuis des décennies, qui étaient toujours là sans formation. Nous avons mis en formation dans les différentes écoles normales supérieures plus de 2000. Pour les AME, je crois que leur formation initiale va commencer avec leur reversement, quand ils auront acquis le statut d'agent de l'État. Mais en attendant, ils continuent de bénéficier au même titre que les fonctionnaires de l'État et les ACDPE de la formation continue. À ce titre, chaque année, nous formons de façon ciblée les AME. On peut cibler maths, physique, comme c'est le cas, en fonction des besoins identifiés par l'inspection sur le terrain. Là où le besoin est crucial, nous intervenons. En plus, tous les mercredis matins, ils participent au conseil d'enseignement qu'on appelle l'animation pédagogique. Ils sont également formés à ce niveau. Donc, ils ne sont pas laissés pour compte. Mieux, tous les AME ne sont pas démunis. Il y a deux catégories. Ceux qui sont nantis de diplôme universitaire académique, mais il y a également des professionnels qui ont soit le BAPES, le BAPET, ainsi de suite, donc qui sont professionnels. Donc la situation n'est pas désespérée. On m'a parlé enseignement technique, en quelques petits mots. On a comme impression aujourd'hui qu'on nous envoie tous là-bas, objectif 70% dans l'enseignement technique. Où vous en êtes et à quand les lycées promis, Garba Ayouba? Non, on n'a pas dégagné l'enseignement secondaire général et au profit de l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est un dosage savant. Et nous voulons renforcer le SIG et le TFP. C'est vrai, 70%, 30%, c'est en fonction des défis d'employabilité qui se posent. Où en sommes-nous? Et le processus suit très bien son cours. Et il y a 4 volets que j'avais identifiés. Les infrastructures pour les 30 lycées techniques agricoles, le domaine foncier est disponible, les différentes études de faisabilité, et impact environnemental, études architecturales sont bouclées. Actuellement, nous sommes à la phase de lancement des travaux. Le côté curriculaire, c'est avec les compétences nationales et internationales que les curricula sont presque élaborés. La gouvernance est très évoluée. Nous avons les manuels de procédure. Il y a d'abord, avant cela, le gouvernement béninois qui a obtenu par le biais du Parlement le vote de la loi cadre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le 25, la loi numéro 01 du 25 janvier 2022. Les tests d'application sont presque pris et les manuels de procédure, en un mot, et même les tests qui permettent l'implication des professionnels et des privés, et même les tests qui prévoient l'autonomisation de ces entreprises, parce que nous voulons raisonner désormais en termes d'entreprise. Ce sont les unités économiques à vocation pédagogique. Vous voyez que le domaine est vaste.
Le bloc pédagogique fait environ 50 hectares. Et le bloc pédagogique, la ferme, entre 500 et 1000 hectares pour permettre aux étudiants en fin de cycle de s'installer. Donc, tout est presque bouclé. Le quatrième volet, c'est la formation des formateurs. Et le gouvernement a recruté environ 635 aspirants au métier d'enseignant qui suivent présentement les cours à l'Université nationale d'agriculture de Kétou, où ils sont formés dans la tradition d'excellence avec la contribution de l'université du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, avec des possibilités d'immersion. Et nos compatriotes qui sont allés se faire former, je crois, en France, sont-ils déjà revenus au pays? Ils sont presque en fin de cycle. Et nous suivons régulièrement leur parcours professionnel. Ils sont presque au bout du tunnel. Ils reviendront mettre au service de la nation et ce qu'ils ont appris là-bas. Monsieur Garba Ayouba, le temps, il est parti définitivement. Nous allons reprogrammer certainement un autre numéro pour parler de l'alphabétisation au Bénin. Mais avant, est-ce que c'est dans, disons, c'est dans vos priorités toujours au Bénin? L'alphabétisation fait partie de la troisième composante de notre ministère. On n'en entend pas parler. C'est une priorité. Peut-être que les actions ne sont pas visibles. L'alphabétisation a intégré le ministère des enseignements secondaires depuis décembre 2016. Il y a 2 programmes qui sont mis en œuvre annuellement. Il y a le FAIR, c'est le programme gouvernemental qui concerne tous les 12 départements. Mais il y a également le PAGEDA financé par la coopération suisse et le programme de gestion décentralisée de l'Alibori qui a été initié dans les départements du Borgo et de l'Alibori et puis depuis 2 ans mis à l'échelle et englobant les départements de la Takora et de la Donga. Donc les centres de formation sont ouverts et sont fonctionnels. Mais nous faisons de l'alphabétisation fonctionnelle. C'est-à-dire qu'ils rendent service aux artisans. Bon, le temps ne le permet pas, sinon j'allais vous décrire une scène d'alphabétisation. Nous allons y revenir, c'est promis. Alors, voilà. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est le remerciement à Canal 3 à travers Zone Franche. Le remerciement à tous les acteurs de l'éducation. Le remerciement au gouvernement béninois qui a investi beaucoup de moyens. Un examen, ça coûte cher. Mais la formation des ressources humaines, c'est un défi. Je voudrais remercier tous les départements ministériels. Quand vous voyez le BPC, derrière, il y a l'action conjuguée quotidienne de tous les ministères. Je voudrais remercier les pays amis. C'est vrai, des voix beaucoup plus autorisées, le moment venu le feront. Au nom du ministre, je remercie toute la communauté éducative du Bénin pour avoir compris que le programme d'action du gouvernement est pertinent, cohérent, mis en œuvre de façon cohérente et au profit de l'intérêt du peuple. Et d'ailleurs, le peuple a adhéré. Vous voyez, ce qu'on n'avait pas dit, c'est l'adhésion populaire à souscrire les ONG, les préfectures, les arrondissements, les bonnes volontés à organiser les travaux dirigés. C'est comme ça il l'appelle, mais on l'appelle les cours de renforcement. Donc c'est l'effort collectif qui a donné ses fruits et nous souhaitons que la dynamique se poursuive. Voilà, Garba Ayouba dans une pédagogie comme dans une salle de classe nous a décrit un peu tout ce qui se fait au niveau de son ministère où il est le directeur de cabinet, l'organisation du BPC et la situation des AME. On a également parlé brièvement de l'alphabétisation qui est toujours au cœur des préoccupations. Garba Ayouba, merci d'être passé sur ce plateau de Zone Franche et à la prochaine. C'est à moi de vous remercier au nom du ministre Kwaro Yves Chabi. Voilà, William Cliquant qui m'accompagnait sur ce débat. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez chaque jour. À très bientôt pour un autre numéro.
c'est vrai que quand on dit image pornographique, tout de suite, ce qui vient dans la tête des gens, c'est l'image du sexe, de l'homme et de la femme en mouvement, ou que ce soit figé, etc. C'est comme ça que vous définissez aussi, vous aussi, la question de la pornographie? Pas vraiment. La pornographie, ce n'est pas seulement du contenu vidéo, c'est pas seulement des images. Il y a également de la pornographie qui est transcrite dans un document, par exemple un roman pornographique, bon, un roman érotique par exemple. Le monsieur, il chante peut-être la liberté des Noirs, la défense, la cause des Noirs, et dans son clip, il met beaucoup de jeunes filles avec beaucoup d'attributs qui sont pratiquement nues, etc. C'est quand même des messages antinomiques qu'on superpose. Alors, quelle est la philosophie derrière ça, monsieur Zo? C'est le travail de la psychologie. Et puis qu'on sait que ce que l'audience recherche tout de suite, c'est le plaisir. Et le plaisir va déjà dans le fait de découvrir l'attribut d'une femme ou de découvrir l'attribut d'un homme, quand je parle des deux sexes. On a des êtres qui ne peuvent pas trouver le plaisir quand c'est pas chaud, quand c'est pas hot. Il y en a qui sont un peu plus doux, soft, etc. Chacun a son profil physiologique. Oui, bien sûr.